Après 2 heures de verdict, Jean-Luc Rahag et Didier Ramanouil devront encore dormir en prison jusqu'à vendredi, jour du prononcé verdict. Des membres de l'ancien Conseil supérieur de la transition refont surface après la disparition de leur institution au profit de l'Assemblée nationale. Ils ont révélé leur vision et leurs appréhensions sur les premiers pas de la 4e République. Malgré le cessez-le-feu exigé par la communauté internationale, le gouvernement israélien écarte toute idée de trêve tant que le réseau de tunnels creusés sous Gaza n'aura pas été détruit. « 51 heures exactement que nos confrères journalistes Jean-Luc Rahag, directeur de publication de Madagascar Matin, et le rédacteur en chef Didier Ramanouil ont été incarcérés. Vous êtes sur Cool TV, c'est votre journal. Bienvenue à tous. Nous allons ouvrir cette édition par l'écho du procès des journalistes Jean-Luc Rahag et Didier Ramanouil. Au bout de 2 heures d'audience à huis clos, les 2 journalistes devront dormir encore en prison jusqu'à vendredi, jour du prononcé du verdict. Reportage. L'audience s'est tenue à huis clos sur décision du président du tribunal pour cause de chahut de l'assistance. Les représentants des plaignants ont été hués. Dès 10 heures du matin, près de 300 journalistes selon un participant, moins d'une centaine selon un officier de police, se sont massés devant le palais de justice. Le procès des journalistes Jean-Luc Rahag et Didier Ramanouil a commencé vers 13 heures. 5 avocats ont assuré la défense, dont Maître Olala, connu depuis les événements de 1972 par son activisme politique. Les plaignants, les ministres Rivra Koudvou et Rafidman ne se sont pas présentés à l'audience. Ils auraient été représentés par des hauts fonctionnaires du département des infrastructures et de l'aménagement du territoire. Après 2 heures de débat, Jean-Luc Rahag et Didier Ramanouil sont retournés à Antanmour. D'après Vivier Raoulson, le verdict sera prononcé vendredi prochain. Les pénitenciers ont sorti Jean-Luc Rahag et Didier Ramanouil par une porte dérobée. Quelques leaders de l'opposition, dont la latine Ravloul Manan, le chanteur Sarirak et Alain Ramarsan, ont été présents sur les lieux. Et la grande famille de la presse ne se laissera pas intimider. Une assemblée générale de journalistes a décidé à l'espace Montgoutet de ne plus couvrir ni traiter les activités du gouvernement jusqu'à la libération de Jean-Luc Rahag et Didier Ramanouil du journal Madagascar Matin. Le tribunal a rejeté ce matin la demande de liberté provisoire et les 2 journalistes sont retournés dormir en prison jusqu'à vendredi, jour du verdict. Les détails. Boycott des activités gouvernementales, les journalistes de la capitale ont décidé cet après-midi, à l'espace Montgoutet, d'ignorer totalement le gouvernement jusqu'à l'élargissement du directeur de publication et du rédacteur en chef de Madagascar Matin. Le huis clos a été prononcé par le tribunal. Le directeur général de La Vérité affirme que le ministre d'État Rivra Koudvou n'a pas porté simple citoyen, mais comme ministre, un tampon a servi pour valider la désignation du représentant du plaignant. D'un côté, d'après la loi en vigueur, l'inculpation du rédacteur en chef n'est pas claire, affirme cet ancien ministre, qui ajoute également que la réunion du CSCA pour la fermeture de certaines stations sont déjà en cours. Les journalistes reconnaissent qu'il existe certaines fautes commises par ces inculpés, mais ce n'est pas un meurtre. Cette situation aboutit jusqu'au redressement de la recette fiscale pour quelques organes de presse. Le journaliste Orlam Tahir remet cela en question face aux demandes actuelles des journalistes. C'est clair, l'État déclare la guerre aux journalistes. La déclaration du ministre de l'Environnement a suffoqué bon nombre de gens en disant qu'il ne fait pas partie des plaignants. De même pour la déclaration du directeur du cabinet de la présidence, Henri Rabarnzak, dans un journal, que les journalistes ont cherché tout ce qui leur arrive. Des résurrections politiques après la concertation tenue
au Centre de conférence international IVAT. Des membres de l'ancien Conseil supérieur de la transition, ou CST, refont surface au restaurant Maestro après la disparition de leurs institutions au profit de l'Assemblée nationale. Jules Rangema-Oulson, Olivier Rakoudvaza ou l'ancien doyen Daniel Ramarmis ont révélé leur vision et leur appréhension sur les premiers pas de la 4e République. Reportage. Ces anciens conseillers supérieurs de la transition ont évoqué l'arsenal d'instruments juridiques qu'ils ont pu constituer contre l'insécurité. Des lois appropriées sur la décentralisation permettent la tenue d'élections communales crédibles. Ce serait la solution idéale de l'insécurité et l'exportation illicite des ressources minières de Madagascar. Ils ajoutent que le président Radjounarmapian n'a pas tenu ses promesses électorales. Concertation organisée par le ministère de l'Intérieur au CCI lundi et mardi dernier a permis à des caciques du défunt Conseil supérieur de la transition de rebondir dans l'actualité. Ils évoquent Bois de Rose, Air Madagascar, manque de transparence, tout ce qui a fâché le CEFAFI, Observatoire de la vie publique. Concernant la sécurité à Madagascar, l'opération Coup d'arrêt n'est pas une solution durable face aux problèmes de Dahal. Les responsables au Sud doivent prendre en main cette situation. La mise en place de la déconcentration et de la décentralisation des ressources réelles est la seule solution afin de rétablir la sécurité. L'application des résolutions doit être priorisée, ainsi que la décentralisation et la déconcentration. Également dans l'actualité, la concertation nationale sur les collectivités territoriales décentralisées des 21 et 22 juillet dernier a été faite précipitamment selon un analyste politique. Le manque de préparation a été la plus grande faille dans l'organisation. Si la plupart des observateurs ont espéré avoir une proposition de loi dérivant de cette concertation, il n'y avait eu que de vagues propositions d'idées sur la décentralisation. Les détails. Depuis 1994, c'est la 26e concertation nationale organisée sur la décentralisation. Jusqu'ici, elles ont toujours signifié perte de temps et de gabegie financière, puisque toutes les résolutions n'ont jamais été appliquées. Selon David Radjon, cette concertation nationale, organisée par le ministère de l'Intérieur, présente des failles dans son organisation. Il a réitéré que ces 2 jours n'ont pas suffi, organisateurs et les participants n'ont pas été bien préparés. D'après encore cet analyste politique, la séparation de pouvoir n'existe pas encore à Madagascar. Avant d'entamer ces différentes concertations nationales, l'État doit d'abord se rappeler qu'il a déjà une Assemblée nationale. Il faut bien séparer les tâches respectives de chaque entité, telles que la société civile, secteur privé, partis politiques et surtout les parlementaires. Jusqu'ici, on ne sait quand est-ce que le ministère de l'Intérieur va faire la restitution des grandes lignes évoquées lors de cette concertation. Il en est de même pour la tenue des élections communales. D'après les informations données par la CENIT, les candidats pour ces élections communales doivent déposer à partir de demain leur dossier de candidature si l'on souhaite effectuer les élections avant la période des pluies. Et on passe aux actualités internationales. Au 16e jour de l'offensive israélienne, les Gazaouis n'entrevoient aucun répit ou presque. Le CIC et la Croix-Rouge internationale fait état d'une pause humanitaire respectée dans 2 zones de la bande de Gaza. Les derniers bilans à communiquer jusqu'ici font état de nombreuses victimes, 640 morts côté palestinien, mais aussi 3700 blessés. Suivez le reportage de France 24. Les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivent. Des bombardements qui ont visé cette semaine plusieurs mosquées, notamment celle-ci à Rafah, et un hôpital dans le centre de la bande de Gaza. Israël affirme que ces établissements abritent des militants du Hamas. Un bombardement nous a visés. Cela a touché le 2e et le 3e étage. 4 patients ont été tués et environ 70 personnes blessées. Depuis le début de l'opération, il y a plus de 2 semaines, le bilan des victimes des frappes ne cesse de s'alourdir. Mais les chiffres sont encore difficiles à vérifier. De nombreux corps de personnes décédées les jours précédents continuent d'être retrouvés dans les décombres. Jusqu'à maintenant, nous avons trouvé 12 corps et les gens qui vivent de l'autre côté de l'immeuble sont tous blessés.
Pour échapper aux violents bombardements, des familles effrayées ont trouvé refuge dans des écoles, mais aussi dans cette église de Gaza. Là, on leur offre une assistance médicale. Nous sommes sortis de chez nous et nous courions dans la rue. Au-dessus de nos têtes, il y avait des bombardements et on a cru mourir. On a eu peur pour nos enfants. Nous avons vu beaucoup de gens fuir leur maison. Personne n'est resté chez lui. Beaucoup d'enfants souffrent d'infections respiratoires et de traumatismes. Au total, 100 000 personnes ont déjà trouvé refuge auprès de l'ONU. Les premières dépouilles des victimes du vol MH17 sont arrivées aux Pays-Bas et ont été accueillies par le couple royal et les proches à l'aéroport d'Eindhoven. Pour marquer l'arrivée des premiers corps, les cloches des églises ont sonné à travers tout le pays, où une journée de deuil national a été décrétée. Les clairons militaires ont également retenti sur le tarmac en hommage aux victimes, dont 193 étaient néerlandaises, et une minute de silence a été observée. Reportage de France 24. Une minute de silence en hommage aux victimes du vol MH17. Sur le tarmac de l'aéroport de Kharkiv, plusieurs dizaines de cercueils. Les corps sont embarqués à bord de 2 avions militaires pour rejoindre les Pays-Bas. Parmi les 298 victimes du crash, 193 étaient des citoyens néerlandais. Nous avons devant nous un long et douloureux processus d'identification. Le gouvernement néerlandais réaffirme à toutes les familles et à tous ceux concernés, nous voulons réaliser l'identification des corps le plus vite possible et en respectant pleinement la dignité humaine. Plus tôt dans la matinée, ce train réfrigéré quitte la ville de Torres pour rejoindre l'aéroport. À bord, près de 200 sacs. Ils contiennent les corps retrouvés par la rébellion pro-russe. Mais plusieurs cadavres se trouvent sans doute toujours sur les lieux du drame. Pour les autorités ukrainiennes, cela ne fait aucun doute. Les séparatistes sont responsables du crash. Nous partageons un deuil commun et nous pouvons vous assurer que ceux qui sont responsables de cet acte terroriste seront amenés devant la justice et punis. Les corps sont attendus dans l'après-midi à la base aérienne d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Les proches des victimes seront présents, ainsi que des représentants de la famille royale. Mais ce mercredi, c'est aussi tout un pays qui accueille les corps des victimes, en respectant une journée de deuil national. Kultsar avec Minsu juste après ce journal, suivi de Basket Academy à 21h15. Et enfin, le film comédie Fiston avec Kev Adams à 21h45. Voilà, c'était le journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur Cool TV et à demain.